Salut, c'est Romain de Random Dev. Je vais aborder aujourd'hui les 10 questions les plus posées par les développeurs débutants et par les personnes qui veulent devenir développeurs. On va parler pognon, abandon familial, Brexit, vacances. On va aborder tout ça autour de ces 10 questions. On va commencer ça maintenant. Tu te dis que tu as 50 ans, t'as pas de Rolex, tu te dis que tu as loupé ta vie et tu veux devenir développeur. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est trop tard? Ça va dépendre, ça va dépendre. La reconversion professionnelle pour devenir développeur, il n'y a pas d'âge en fait pour devenir développeur. Tu peux devenir développeur à n'importe quel âge. Par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que il y a un niveau d'accès. Si tu n'as aucune base en informatique, ça va être très compliqué de faire du développement informatique. Par contre, si tu as des bases, tu vas pouvoir t'y mettre progressivement et être opérationnel assez rapidement. Ton âge importe peu, c'est sûr que si tu es à 3 mois de la retraite, on va pas dire que tu vas le faire de manière professionnelle, mais voilà. Il faut pas avoir un frein parce qu'on est plus âgé. Je connais des personnes qui ont 35, 38 ans, qui sont en reconversion professionnelle et qui font du développement. Donc c'est pas un problème, c'est pas un frein. Il faut pas avoir peur de l'âge. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que tu seras plus âgé que lorsque tu arriveras à un poste de développeur junior, tu seras mieux payé que le gars qui a 20 ans. C'est tout. L'âge maximal, c'est bien sympa, mais est-ce que j'ai besoin d'un diplôme pour devenir développeur de manière professionnelle? Est-ce que j'ai besoin d'un bac plus 3, d'un bac plus 5 pour arriver dans une entreprise et devenir développeur? Non, non, t'en as pas besoin. Non, t'en as pas besoin, par contre, faut pas se leurrer. Il y a des entreprises qui vont filtrer à l'embauche. C'est-à-dire que tu n'auras même pas un entretien, dans certaines boîtes, heureusement pas toutes, tu n'auras même pas un entretien si t'as pas ton bac plus 3, ton bac plus 5 ou une équivalence déjà dans la poche. C'est pas le cas de toutes les entreprises, bien heureusement, et les petites structures sont vachement plus tolérantes là-dessus. Mais voilà, tu peux te faire avoir ou tu peux louper une place juste à cause de ça. Ça peut arriver, mais on va dire que l'informatique, je te ferai un lien vers mon article, c'est pas le business où il y a le moins d'offres. Ok? Donc, c'est pas grave, le diplôme n'est pas obligatoire. Le must, quand même, c'est un petit conseil, c'est l'alternance, même si tu as 35, 40 ans, même si tu es à 18 ans ou 20 ans, l'alternance, c'est un bon moyen d'apprendre dans l'entreprise, de se former en entreprise, de te former à l'école et d'avoir une expérience significative à la sortie. Donc en plus, tu as une équivalence ou un diplôme et tu as de l'expérience professionnelle. Donc c'est le must. Et puis niveau formation, même les non-diplômantes, ça peut être intéressant sur un CV. Donc tu as l'éventail des choix. Il ne faut pas être bloqué ou penser que tu es bloqué parce que tu n'as pas un bac plus 5. Donc on va parler salaire tout de suite. Quel est le salaire moyen d'un développeur débutant en province? Je ne peux pas parler de Paris, je ne connais pas ces Paris. Ça ne m'intéresse pas de te donner des données qui ne veulent rien dire du tout. Et je vais te parler de mon expérience et des gens que je connais. Il faut compter entre 24 et 36 000 euros bruts en développeur débutant. Pourquoi une fourchette aussi grande? Parce que 36, c'est quand même 50% de plus qu'un gars qui a 24K bruts par an. Oui, 24 plus 50%, ça fait bien 36. Ça va dépendre du contexte, de la région. Ça va dépendre si tu arrives au bon moment dans l'entreprise. C'est bête, mais des fois, c'est la faute à pas de chance, ou au contraire, c'est l'inverse, un peu un coup de bol. C'est qu'au moment où tu arrives dans une entreprise, en fonction des clients qu'ils ont, en fonction de la conjoncture actuelle, ils vont te payer plus ou moins bien. Donc, il y a des choses qui sont en dehors de ton contrôle. Et il y en a d'autres qui sont liées, par exemple, à ton diplôme. Je t'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas obligatoire, mais il y a certaines entreprises qui vont avoir des bases salariales, des fiches en fonction des diplômes des personnes. C'est un peu merdique, on va pas se mentir, mais et en plus c'est pas, il y a un cadre en fait, mais le mieux c'est quand même de sortir du cadre. Mais voilà, il faut te dire que le diplôme, de la même manière, il peut te bloquer l'entretien, mais il peut aussi te bloquer sur la prétention salariale que tu pourras avoir. Mais bon, ça va, le développement, il y a du taf, et globalement, ça paye pas trop mal. Bon, on n'est pas aux US non plus quand même. On va parler de la seule chose qui nous intéresse, la partie technique. Bon, je pense que pognon, ça intéresse aussi, mais la partie technique, c'est quoi le front-end, c'est quoi le back-end? C'est un truc qui revient souvent, c'est une question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre le front-end, le back-end et full stack?
Donc ce qu'il faut te dire que le front-end c'est tout ce qui est visible. Dans le cadre de développement web, le front-end c'est la base HTML, c'est le HTML, le CSS, le framework front-end s'il y en a un pour du JS, donc par exemple de l'Angular, du React, du Vue.js. Et le back-end en fait c'est tout ce qui est non visible, c'est tout ce qui doit être sécurisé, tout ce qui est la logique métier on va dire. Donc un peu le cœur de l'application. Il peut y avoir énormément de taf côté front-end, mais toute la cinématique de l'application va passer côté back-end, et c'est là où tu vas avoir la sécurité, la connexion à la BD, les API, les web services. Donc voilà, c'est le cœur de l'application. De la même manière, si tu veux une image plus claire du front-end, tu peux te dire qu'une application mobile, dans le cadre du développement mobile, l'application mobile, c'est le front-end. Bon, il peut y avoir de la logique métier, il peut y avoir de la logique tout court, mais ça reste du front, même si, quand on parle de front-end et de back-end, on se référera le plus souvent à du web. Maintenant, full stack, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui maîtrise toute cette chaîne, qui maîtrise le front-end, le back-end, l'administration réseau, énormément de choses. On a beaucoup de transformations de ce terme, on a beaucoup de développeurs full stack qui n'en sont pas vraiment, mais c'est pas grave. Il faut juste te dire que full stack, c'est la chaîne complète. C'est une personne qui est capable de faire le développement d'une application de A à Z et de l'administration de cette application et sans suivi. Voilà. Passons maintenant à la partie framework. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est trendy? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce qui marche bien? C'est pas ce qui est le mieux. Ça ne veut pas dire ce sont les meilleurs frameworks, pas du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus fonctionner, c'est ce qu'on voit plus dans les posts proposés. Donc, côté front-end, on va séparer en front-end, back-end là aussi. Côté front-end, ce qu'on voit beaucoup, c'est donc les frameworks JavaScript actuels, à savoir Angular, React et Vue. C'est les trois principaux. Sachant qu'en France, il y a beaucoup plus d'Angular et de React. Vue un peu moins, et pourtant c'est un excellent framework, très facile à prendre en main. Donc si tu as envie de commencer par un truc, que tu as envie de mettre les mains dans le cambouis, tu peux regarder Vue, c'est un super truc. Côté back-end, on va rester sur les trucs un peu historiques. Donc Java, C# avec le framework .NET pour le back-end en France, c'est pas mal ça. Après, on a de plus en plus de nouvelles technos qui sont arrivées dans d'autres pays depuis bien longtemps, mais où il y a un peu moins de postes en France, c'est tout ce qui est Node.js qui fait du JavaScript du coup côté serveur, Deno qui est un nouvel entrant, et du Go par exemple. On a aussi comme framework qui marche super bien côté mobile, c'est Flutter. Moi je parle de Flutter parce que je trouve que c'est un super framework mobile pour cibler iOS et Android très facilement. Je préfère ça à React Native, je trouve ça plus sympa. En fait, j'aime plus le process et je trouve que le tooling est vachement bien. Enfin bon, on en parlera plus tard. C'est un peu trop. Voilà. Donc dis-toi bien, Flutter, si tu veux regarder du développement d'applications mobiles, c'est super sympa. Et pour, je dirais plus côté agence web, on a toujours du PHP, du Symfony, des choses comme ça qui marchent encore super bien. Et là, tu verras surtout sur des agences web avec du PHP, du coup des librairies front plus que des frameworks, donc plus de React et de Vue que d'Angular. Maintenant, tu t'es peut-être dit que plus tard dans ta vie, ou même actuellement, tu as une femme, des enfants, tu veux un labrador. Et en même temps, tu veux faire développeur. Et là, on te dit, non mais mec, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un labrador, une femme et des gosses si tu veux être développeur. Alors, est-ce qu'il faut dédier sa vie au développement? En fait, on pourrait dire qu'il y a deux écoles. Il y en a bien plus, mais je vais simplifier. Il y a des gens qui sont passionnés par ça, vraiment, vraiment passionnés, qui quand ils rentrent chez eux, ils se mettent à coder, ils font de la veille tout le temps. Bon, il y a le niveau intermédiaire, hein. Tu peux aimer faire de la veille, faire des applis, mais avoir une vie de famille. Mais voilà, on peut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par le métier et donc qui font plein de choses en dehors, qui font des talks, qui font de l'open source, qui font énormément de choses et ça leur aide à monter en compétence sur plein de sujets et à découvrir plein de techno. Faire de la merde, c'est super bien aussi. Ok, petite interruption. Fais de la merde. C'est mieux que tu fasses de la merde plutôt qu'on t'impose d'en faire. Ok? C'est le meilleur conseil que je peux te dire que je peux te donner. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Si tu as envie d'apprendre le développement, si tu aimes le développement et que tu veux découvrir d'autres trucs, n'hésite pas à faire de la merde. La merde, c'est top. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer et de découvrir des trucs sympas. En fait, je pense que c'est le point d'accroche aussi sur les gens qui aiment vraiment le dev. Ils aiment faire des trucs à côté, ils aiment faire pas de la bidouille, mais ils aiment découvrir des choses et expérimenter de nouveaux trucs. Donc, si tu as envie de progresser, fais de la merde. Et maintenant, on va parler du deuxième profil de personnes qui sont ceux qui font du développement,
et qui prennent ça comme un travail, ce qui est tout à fait logique, hein, parce que ça reste un travail. Et ce que je veux dire par là, c'est que ils vont pas être intéressés en dehors par ça, ou alors ils vont pas passer du temps en dehors sur le développement. Je connais même des personnes qui sont très 9-18, ce qui est pas une critique du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dans leurs horaires de travail, et puis à 18h ils se barrent, et ils oublient tout, et ils passent à autre chose. Et j'en connais qui sont très très méthodiques dans leur manière de travailler, et franchement, des fois c'est vachement plus simple de travailler avec ce type de personnes, parce que, enfin, ok, il y en a qui en ont rien à branler aussi, qui font 9-18, qui s'en battent les steaks, qui rentrent chez eux, qui oublient tout, et qui ne savent même pas ce qu'ils ont laissé dans l'état où ils y ont laissé. Mais non, je te parle de personnes méthodiques qui en font leur métier sans que ce soit une passion. Ça, c'est possible aussi. Et franchement, certaines personnes sont très bonnes, voire meilleures sur de la méthodo, quand le travail est juste un travail et pas une passion. Ça paraît débile dit comme ça, mais peut-être que il y a un détachement émotionnel, que voilà, ils sont méthodos, mais ils kiffent pas. C'est pas grave. Si c'est ton cas, pas de problème. Comme je l'ai dit, moi je connais des gars qui envoient du pâté et qui sont développeurs parce qu'ils sont développeurs, parce que c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Donc, non, tu dois pas dédier ta vie au dev, mais si tu as envie de la dédier, vas-y. Le dev, c'est bien, tu penses en avoir fait le tour, non, c'est des conneries, c'est pas possible, mais tu sais pas comment tu peux évoluer en tant que développeur. Bon, tu peux évoluer de plein de manières différentes. En fait, tu peux évoluer dans de l'expertise, donc sur certains langages, sur certains produits, avoir de l'expertise dedans et être un expert sur cette partie-là. Tu peux aussi devenir, déjà développeur confirmé, mais tech lead dans une équipe, donc porter les bonnes pratiques, aider les nouveaux développeurs, voilà, pousser de la qualité, devenir architecte technique, donc concevoir une application d'un point de vue architectural, comment elle va être construite, le modèle de données, énormément la stack technique, les environnements, où ça va s'exécuter. Bon, il y a tout ça, il y a la partie architecture, la partie expert, et après on peut grandir aussi sur la partie carrément CTO. Donc tu deviens le Chief Technical Officer de ton entreprise. Donc il y a moyen d'évoluer, même en France, d'une manière technique dans le développement. Tu n'es pas obligé de partir dans du management ou de la gestion de projet. Même si, malheureusement, aujourd'hui en France, c'est comme ça qu'on valorise du salaire. Pas dans toutes les boîtes, je te rassure, et c'est une mentalité qui sera amenée à changer, qui n'est pas du tout une mentalité anglo-saxonne. Il y a énormément de boîtes aux US où les gars, ils ont 20-30 ans de dev et ils sont super bien payés et ils sont super contents comme ça. C'est juste qu'il faut que l'entreprise te le permette. Mais si le dev c'est plus pour toi, que tu te dis bon j'en ai marre, je voudrais évoluer sur quelque chose d'autre, il y a énormément de métiers autour du développement qui ne sont pas du dev, qui sont importants dans le cadre d'un projet informatique. C'est difficile pour les gens qui sont externes à une entreprise ou qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle dans ce milieu-là de se dire qu'à côté du développeur, il y a une vingtaine de métiers différents quoi. Je veux dire, tu vois, même sur la gestion de projet, bon, tu peux être chef de projet, mais après, si on parle de méthode agile ou de Scrum, tu peux être Scrum Master dans une équipe, tu peux être Product Owner, Product Manager. Je veux pas détailler le scope de tous ces métiers, mais tu peux évoluer sur du test fonctionnel, sur du test manuel des applications, du test automatisé, du Selenium, des tests unitaires. Tu peux évoluer sur de l'analyse fonctionnelle, donc comment tu décris le besoin pour qu'après on puisse en faire un cahier des charges et qu'on puisse comprendre le but de l'application et que les développeurs puissent la développer. Il y a énormément de métiers sur l'administration réseau. Tu peux être administrateur réseau, administrateur système. Il y a aussi tout ce qui est aujourd'hui, on part vachement vers des notions de cloud et tout, donc il y a toute l'expertise sur le cloud, sur la CI/CD, donc la pipeline d'intégration continue et de déploiement continu. Voilà, il y a énormément de taf et il y a aussi tout ce qui est expertise sur des logiciels métiers. Hein. Ça peut être de la BI, il y a aussi du talent, de l'ETL. Voilà, tu as énormément de taf autour du dev, un nombre mais hallucinant, que même si le développement, au final tu te rends compte que c'est pas pour toi de manière professionnelle et dans le cadre d'une entreprise, que tu peux évoluer de manière horizontale sur d'autres postes. Et l'informatique de manière générale, c'est... En fait, voilà, quand tu es à l'extérieur, tu te rends pas compte du nombre de métiers liés à ça. Voilà, donc, step up, commence à faire du dev, fais ce que tu as envie, fais ce qui te plaît,
commences à avoir une expérience professionnelle, travailler peut-être dans une entreprise, même si tu as envie de faire du freelance et tout, mais juste pour voir l'éventail des métiers et t'ouvrir peut-être plus de possibilités ou que tu aies une vision plus large du taf. Maintenant, on va parler des Anglais, du Brexit. Parce que bon, on en est dans l'Union Européenne, bon, ils veulent partir, ils partent quoi. Y a pas de souci là-dessus. Mais, putain, est-ce que ça veut dire que je dois être obligé de parler anglais moi? Bah, hey, mec, t'as pas bien le choix. T'as pas bien le choix. Non, t'as pas besoin d'être bilingue. T'as pas besoin d'être bilingue. Mais bon, bah, tu vois, je crois qu'il y a pas longtemps encore, l'Union Européenne a dit que la langue officielle pour les communications, c'était l'anglais, alors qu'il y a plus de pays anglophones, quoi. Enfin. Hein? You got a bad dose of it, didn't you? Stop the black stuff! Y a pas le choix. C'est une évidence. Mais t'as pas besoin de savoir le parler. Par contre, le minimum syndical à avoir, c'est de pouvoir le lire techniquement, de l'anglais technique. Parce que si t'as un problème, si t'as une merde dans ton dev, tu vas pas aller rechercher en français, quoi. Tu peux peut-être trouver 2-3 trucs, hein, je dis pas. Mais déjà, tu vas découvrir le meilleur site du monde, hein, qui s'appelle Stack Overflow. Stack Overflow, putain, je vais le dire correctement, le meilleur site du monde qui s'appelle Stack Overflow. Ok? Là-dessus, il y a tout. Il y a tout, j'exagère, mais. Parce que, en plus, maintenant, t'as plein d'issues qui sont sur GitHub, enfin bon, on s'en fout. Mais Stack Overflow, c'est quand même énormément de questions et de réponses posées sur énormément de langages, de frameworks, de tout ce que t'as envie. C'est en anglais, tu vas pas t'amuser à rechercher en français et à t'attendre à avoir des réponses en français. Ok? Donc, l'anglais technique, c'est un minimum. Être bilingue, non, c'est pas obligatoire. Après, ça dépend du contexte forcément de ton entreprise. Si tu dois bosser avec une équipe offshore, vaut mieux parler anglais. Hein. Bon, des fois, tu parleras peut-être même mieux qu'eux, hein. C'est pas un souci. Puis t'inquiète, dans une entreprise, faut relativiser, hein. Les développeurs, c'est rarement les plus mauvais en anglais, hein. Ouais. Donc, non, l'anglais, c'est pas obligatoire. Être bilingue, c'est pas obligatoire. Mais l'anglais technique, c'est un prérequis. Donc voilà, step up, tu fais un peu d'anglais technique, c'est pas dur. Il n'y a pas de souci. Tu vas progresser là-dessus au fur et à mesure que tu feras du dev. Je m'inquiète pas. Sinon, tu te cravaches 250 séries sur Netflix et puis en VOSTFR, je te jure, au bout d'un moment, tu comprendras bien l'anglais. Et nous voilà à la dernière question, la question exceptionnelle. Est-ce que le métier de développeur, c'est le métier utopique pour le digital nomade que tu es? Tu sens la question foireuse quand même. Donc, digital nomade, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir travailler, faire du télétravail, on va dire, mais partout dans le monde. Pouvoir travailler avec ta puce 4G et aller développer à Tombouctou. Donc, est-ce que le développement informatique, c'est compatible avec ça? Et surtout, est-ce que c'est le métier utopique pour devenir digital nomade? Et là, la réponse, je sais pas, dans le cadre vraiment du développement, faut bien te dire que bon, tu peux bosser sur un 13 pouces tranquillou bilou, hein, mais avec des écrans virtuels pour gérer tout ce que tu as envie, mais dans la plupart des cas, c'est quand même vachement plus agréable d'avoir au minimum 2 écrans. Ouais, 2 écrans. Donc quand tu seras sur ta plage et pieds dans le sable avec 2 écrans de 27 pouces sur les côtés et la lime, parce que forcément quand tu builds, que tu compiles, eh ben, ça te décharge la batterie à pleine balle, bah, tu seras un peu moins nomade, quoi. Ou alors, faudra pédaler pour recharger les batteries, quoi. Mais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que même si c'est faisable, ça peut avoir un impact sur ta productivité ou ta manière de travailler. Donc, faut bien s'équiper aussi. Ce que je viens de penser en fait en faisant la vidéo, c'est qu'il existe un truc vachement cool qui peut te permettre d'avoir au minimum 2 écrans. C'est, tu sais, maintenant il existe des écrans portables en fait de 13 pouces qui se branchent en USB-C avec du Thunderbolt et ça te permet d'avoir, sans avoir gros à transporter, d'avoir 2 écrans. Donc ouais, c'est possible en fait. C'est possible de faire des trucs plutôt cool comme ça. Donc est-ce que c'est le métier idéal? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un super métier pour le digital nomade, mais il y a des métiers qui se portent encore plus. Mais si ça te botte et que tu as envie de faire du développement, je pense que c'est un super créneau. Le seul truc, c'est qu'il faut se dire que ça va être beaucoup plus facile de trouver des boîtes non françaises qui proposeront du télétravail que des boîtes françaises. C'est un peu dommage, mais c'est encore rare et c'est encore peu répandu.
Donc voilà, on a wrappé là les 10 questions. J'espère que certaines t'ont été utiles, que tu ne seras pas fait chier et que tu te seras un peu diverti malgré tout. Et j'espère te revoir du coup sur ma chaîne. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, tu souscris à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour les notifications, tu peux mettre un petit pouce parce que c'est quand même génial. Voilà, et puis si tu as envie d'apprendre le développement et de faire du web et d'apprendre les bases du HTML et du CSS, tu peux te rendre sur randomdev.fr, il y a une formation qui t'attend, 2-3 heures sur le HTML. Ça peut être barbant, ça peut être sympa, à toi de décider. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!